Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. C'est un triste bilan. L'épidémie de fièvre Ebola franchit la barre des 3000 victimes. Le président guinéen Alpha Condé appelle à la mobilisation générale face à l'urgence de la situation. Dialogue ouvert entre opposition et pouvoir au Burkina Faso. Il porte notamment sur la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et puis focus en fin d'édition sur une success story, celle de 3 jeunes Nigérians. En 2009, ils lancent sans véritable conviction le site internet Jobman, une plateforme qui pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. C'est une triste nouvelle. Le virus Ebola poursuit sa tournée mortelle. La maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis le mois de janvier dernier a franchi le cap des 3000 victimes, soit près de la moitié des personnes infectées. C'est ce qui ressort du dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié ce samedi. Le Libéria est le pays le plus touché avec 1830 décès enregistrés, 605 pour la Sierra Leone et 448 pour la Guinée. Face à l'urgence de la situation, le président guinéen Alpha Condé, reçu ce lundi par son homologue français au palais de l'Élysée, a tenu à remercier la France pour son soutien. Il a par ailleurs appelé à la mobilisation générale. On l'écoute. Je suis venu pour vraiment reconnaître tout l'effort que la France a fait pour nous. Non seulement rendre hommage aux médecins français, MSF Médecins sans frontières qui sont sur le terrain malgré le danger. Et deuxièmement, toute l'aide que la France nous a apportée, notamment en maintenant les vols d'Air France entièrement, en ouvrant l'école française. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, nous souhaitons aussi, comme je l'ai dit au président, que la Croix-Rouge aussi soit présente, parce que la Croix-Rouge a une expertise. Évidemment, grâce à la mobilisation du président Hollande, aujourd'hui, les Nations Unies ont pris en main. Le Conseil de sécurité a voté avec le soutien de 130 États. Le président Obama a fait un discours très fort. Mais et le président de la Banque mondiale surtout, qui est un expert des épidémies. Il n'était que 27 candidats au départ. Ils sont désormais à 73 postulants à la magistrature suprême en Tunisie. Un record mondial. Jamais autant de candidatures n'avaient été recueillies pour un scrutin présidentiel. Et sur la liste des candidats figurent plusieurs noms connus de la scène politique tunisienne, dont l'actuel locataire du palais de Carthage, le président Monsef Marzouki. Le président de l'Assemblée nationale tunisienne, Moustapha Benjafa, fait également partie des candidats. Au Burkina Faso, le dialogue inclusif entre la majorité et l'opposition se poursuit à Ouagadougou. Ce lundi, les deux parties ont pu s'accorder sur les points abordés lors des prochaines discussions. Ils portent entre autres sur la révision de l'article 37 de la Constitution, l'installation du Sénat ou encore l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Ipra Hadindiaï. Au Burkina Faso, l'opposition et la majorité se sont retrouvés ce lundi 29 septembre 2014 au palais présidentiel de Koussiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. Au cours d'une conclave qui a duré 3 heures, les participants ont fixé 5 points qui feront l'objet des futures discussions. Parmi eux, la question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces points sont au nombre de 5. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. Afin de s'assurer du succès de ce dialogue inclusif et trouver une issue à cette crise qui risque de plonger le pays dans l'impasse, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'était autosaisi du dossier en mettant en place un groupe de médiateurs. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité
dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun, pour éviter des dérapages et des débordements pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015 si l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 a été modifié à plusieurs reprises. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. Dans l'actualité également, la Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi son indice annuel sur la gouvernance en Afrique, un classement qui prend en compte 52 États. Et pour l'année 2014, le bilan est plutôt mitigé. Le continent a progressé, en particulier en 2009, grâce aux bons résultats obtenus sur les questions des droits de l'homme et de la participation des citoyens à la vie politique. Le peloton de tête n'a pas véritablement changé, hormis le Botswana qui est descendu à la 3e place, laissant la 2e qu'il occupait en 2013 au Cap-Vert. L'île Maurice reste en tête. On écoute Mo Ibrahim, fondateur de la Fondation Mo Ibrahim. Nous pouvons remarquer que la gouvernance s'améliore, ce qui est une bonne nouvelle, même si cette amélioration est moins importante que celle enregistrée il y a 5 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait faire encore mieux. Now, let us look at the bottom of the table. Si nous regardons en bas de la liste, on y trouve des informations très intéressantes. À l'heure actuelle, l'amélioration la plus significative dans la gouvernance concerne les pays les moins bien classés. Ce sont ceux-là qui enregistrent les meilleures performances en termes d'évolution. Ils restent très mal classés par rapport au reste du continent, mais ils montrent de très bons signes d'amélioration. La Tunisie se prépare à voter 2 fois cet automne, d'abord pour les élections législatives, puis pour la présidentielle. Une double échéance électorale qui ne semble pas faire l'unanimité. Réaction des citoyens dans les rues de Sidi Bouzid, ville symbole de la contestation lors de la révolution de 2010 avec Anan Faro. 2 scrutins en l'espace d'un mois. 5 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes cet automne. D'abord pour renouveler le Parlement le 26 octobre, puis pour élire le président de la République le 23 novembre. Dans les rues de Sidi Bouzid, berceau de la révolution du jasmin, la population est partagée face à la double échéance électorale. Si quelqu'un ne s'est pas inscrit sur les listes électorales et ne vote pas, c'est qu'il n'est pas patriote. Je n'ai aucune confiance dans les politiciens, aucune. S'ils étaient dignes de notre confiance, alors ils n'auraient pas laissé notre pays dans cette situation. Pour le scrutin présidentiel, 70 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'autorité étudie actuellement les candidatures. Une vingtaine ont déjà été rejetées. Le nombre de candidats devrait être limité. Comment quelqu'un peut choisir parmi 70 candidats? C'est difficile. Le citoyen tunisien ne comprend pas du tout et ne sait pas qui choisir. Nous avons essayé de rendre le vote plus facile et permettre que leur voix soit entendue. À la veille des élections, les Tunisiens attendent beaucoup de leurs nouveaux dirigeants, notamment sur le plan économique. L'an dernier, le taux de chômage dépassait les 17% de la population active. Zoom à présent sur la société Jobberman, une jeune entreprise créée par 3 jeunes Nigérians en 2009, spécialisée dans le recrutement. Ce qui était au départ une passion est devenue une start-up qui emploie aujourd'hui plus de 125 personnes. Comment expliquer une telle réussite? Élément de réponse avec Ipra Radindiaï. Au début, il y a 5 ans, c'était un simple passe-temps pendant leurs vacances scolaires. Aujourd'hui, c'est une société qui emploie plus de 125 personnes. Eux, ce sont Ayodeji Adewunmi et ses 2 amis Olalenka Olide et Opeyemi Awoye, les fondateurs de Jobberman, un site internet qui rapproche les demandeurs d'emploi des entreprises. Du nom de Jobberman, cette plateforme joue aujourd'hui un rôle non négligeable, aussi bien pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi, grâce à un principe très simple.
Les clients postent en ligne leurs offres d'emploi. Pour avoir accès à leur compte, ils doivent entrer dans leur espace personnel et cliquer sur poster un emploi. Lorsque c'est fait, nous devons approuver, mais avant cela, nous appelons le client pour obtenir plus de détails sur son offre. Nous les aidons à rédiger une description appropriée de l'emploi pour toucher le bon candidat et nous tapons ici dans les descriptions d'emploi. Alors certains d'entre eux ont certaines compétences qu'ils attendent, quelques qualifications que nous remplissons ici, en plus des années d'expérience. Un travail qui facilite la tâche de bon nombre de demandeurs d'emploi dans un pays où le taux de chômage reste élevé. J'ai le choix. J'ai un tas d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé et j'ai été appelé pour un entretien. Je pense sincèrement que ça a eu un énorme impact sur ma vie. Véritable relais entre les entreprises et les demandeurs d'emploi depuis sa création, la société Joberman pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Une fierté pour les fondateurs qui n'entendent pas s'arrêter à mi-chemin de cette aventure. Nous avons réussi à obtenir des emplois qui ciblaient les abonnés Joberman par exemple, et le nombre de ceux qui ont été reçus en entretien a augmenté. Certains ont même trouvé un emploi sur le portail, donc dans ce sens, nous avons eu notre propre quota de chômage. Le plus grand défi sera de toujours essayer de convaincre les gens, en essayant de les éduquer de façon continue. C'est à peu près un changement de comportement chez les gens, qui avaient l'habitude de rencontrer généralement un chasseur de tête, ou d'aller dans une agence de recrutement, et à arriver à placer leur candidat, ou aller poster une offre dans le journal, pour faire une annonce. Nous leur disons désormais qu'ils devraient venir chez nous, parce que nous leur donnons les meilleures chances de placer les candidats, ou les meilleures chances de trouver leur emploi. Voilà notre défi majeur. Lancée en 2009, la start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes au Nigeria à trouver un emploi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.